Bonjour, merci à toutes et à tous d'être là. Donc cette table ronde a été pensée parce que vous avez dû le voir là maintenant si vous avez fait un petit peu le tour des thématiques du week-end. Le thème de cette année c'était nos futurs et on est beaucoup autour du cyberpunk, notamment en science-fiction, qui est un genre qui est éminemment urbain, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur la très très bonne expo de Raphaël Colson, qui est à l'étage ici et dans sa version interdite aux moins de 16 ans à côté du Salon du Livre, qui est donc un genre de la mégapole où la nature n'est absolument plus existante. Et de manière générale, en SF, il y a tout un imaginaire autour de la ville qui a énormément évolué selon les courants de SF. Avec des représentations très très différentes de l'urbanisme. Mais on voulait coupler ça avec le rapport à la ville réelle, dans le sens où la ville, c'est donc évidemment l'endroit où beaucoup d'êtres humains habitent maintenant, et c'est un endroit qui a donc inspiré des villes imaginaires, que ce soit en science-fiction ou dans la culture populaire. On a évidemment plein d'exemples de ça, mais c'est aussi ça marche aussi en sens inverse, c'est-à-dire que les villes qu'on habite, bien réelles, ou qu'on visite en tant que touriste, qu'on peut être amené dont on peut être amené à arpenter les rues, forgent aussi nos imaginaires à nous, ne sont pas abordés de la même façon selon qui on est, quelle est notre place dans la ville, dans la société, dans nos rapports économiques, ou même, on va en parler beaucoup, mais j'imagine, mais des questions aussi de politique publique, des questions d'accès à des services, des questions de genre, et ce genre de choses. Et donc voilà, la ville forge beaucoup ça. Et la ville elle-même est un produit de l'imaginaire, c'est-à-dire que elle est le produit d'architectes qui est cette pensée, d'urbanistes aussi qui est cette pensée, et de forger un petit peu nos rapports entre nous, notre façon de gérer nos déplacements, nos habitats, ce genre de choses. Et elles sont révélatrices de visions du monde qui elles-mêmes peuvent être inspirées justement de tout un imaginaire de la ville. L'exemple que je prends toujours, parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là, c'est Metropolis et Gotham, qui sont deux villes de comic book assez célèbres, celle de Superman, qui est la ville de demain, du futur, du progrès, Metropolis, et Gotham, qui est la ville de Batman, donc sombre, gothique, de la criminalité, et qui sont en réalité deux facettes d'une seule même ville, qui est New York, et qui est une ville, elle, bien réelle, et qui du coup représente un petit peu ce paradoxe dans l'approche d'un seul et même lieu, qui a des imaginaires très très différents, où d'un côté la ville c'est l'endroit justement du progrès technique, du progrès social, du futur, de la technologie, et en même temps c'est un endroit qui est associé au vice, au crime, aux individus atomisés entre eux, à l'anonymat, voilà, ce genre de choses. Donc on va faire un petit peu le tour on va essayer de faire le tour en tout cas de toutes ces questions-là et tous ces enjeux-là, avec nos invités que je vais présenter. Alors je vais commencer par les autrices et auteurs. Nous avons, alors juste à côté de moi, un binôme, on va dire, d'autrices et auteurs, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, si je le prononce bien, tu me corriges très bien. Donc vous êtes tous les deux écrivains, et vous êtes tout particulièrement sur cette table ronde parce que vous écrivez de la fantasy, des littératures de l'imaginaire, et vous avez entamé un cycle, on peut dire, j'imagine, tous deux dans le même univers, avec chacun une capitale, une ville qui vous a été inspirée, si j'ai bien compris, par vos voyages et par différentes inspirations réelles, et qui sont très différentes toutes les deux, et on va parler de cette démarche-là. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est une démarche qui est inspirée de ce qu'on peut trouver dans les comics avec l'univers partagé. Donc chacun a sa trilogie. Moi, ma trilogie, c'est Capitale du Nord, avec une ville qui est inspirée de l'Amsterdam du 17e. Et moi, c'est plus effectivement une ville qui a cette capitale du Sud qui est inspirée de la Sienne de la Renaissance, de la Florence de la Renaissance, et un petit peu avec des éléments de la romantique. L'idée étant de confronter un petit peu ces villes, pas seulement par leur architecture, mais plus par leur culture, par ce qui les rapproche et ce qui les oppose. D'accord, ben merci, très bien. Je vous ferai développer un petit peu sur cette démarche après, si vous voulez bien. Katie Stewart, qui est autrice aussi, plutôt de science-fiction, anciennement CPE,
Tu disais que ça avait un rapport parce que les lycées, les collèges, c'est un peu des petites villes aussi. Il y a un peu les mêmes genres de rapports. Et psychologue aussi, clinicienne. Et donc tu as écrit énormément de nouvelles de science-fiction. Et tu expliques un truc que je trouvais assez intéressant quand on s'était parlé en visio, où tu as une approche très peu graphique, en fait, des choses qui peuvent être assez étonnantes pour une littérature qui parle de ville, mais qui est du coup plus sur les concepts, les fonctions, ce genre de choses. Et en plus, tu animes des ateliers d'écriture assez régulièrement, dont un atelier qui était consacré au quartier de la Défense à Paris, j'imagine que tout le monde connaît, et dont tu nous liras tout à l'heure, si tu veux bien, un petit passage. Oui, pas grand-chose à ajouter. Si, peut-être la psychologie, qui a aussi un lien avec les villes, puisque finalement, ça permet d'explorer les méandres des mondes intérieurs des uns et des autres. Et voilà, c'est aussi une façon de penser des lieux et aussi la mémoire qu'on peut avoir de certains lieux, qui peut être un aspect étonnant en science-fiction. Très bien. Et nous avons en plus deux universitaires, plutôt, deux chercheurs. Rémi Bernabé, c'est comme ça qu'on le prononce? Bernabé. Ok. Bernabéi, ok, très bien. Alors, tu es actuellement fleuriste et bibliothécaire, mais ce n'est pas pour ça que tu es là, à moins tu vas peut-être trouver un lien avec ça. Mais tu as travaillé sur ton mémoire universitaire sur l'interaction entre l'urbain, l'animal et l'humain. Et évidemment, du coup, tu as travaillé sur les abattoirs, et notamment de Lyon, et ça, on va en parler, parce que c'est un point très, très intéressant, la vision qu'il y a autour des abattoirs et quel rôle historique ça a eu. Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pas grand-chose non plus à rajouter. Pour le coup, après, c'est vrai que moi, ma spécialité, c'était vraiment l'abattoir entre le 16e et le 19e siècle. Très précis, mais pour le coup, c'est avant en fait avant qu'on ait vraiment cette vision de l'abattoir, de l'animal qu'on a actuellement. Du coup, comment est-ce qu'elle s'est construite à partir en fait de la Renaissance, du coup, à Lyon, pour le coup. Et voilà. Très bien, on reviendra là-dessus. Et Mathieu Adam, tu es du CNRS, tu es chercheur aussi. Tu t'es décrit, quand on a discuté, comme faisant de la géographie radicale ou critique, qui est un mix entre géographie et sociologie. Et notamment, tu as écrit sur ton livre s'appelle Le Capital dans la cité, et tu as travaillé sur, qui est un livre collectif, mais lequel toi tu as travaillé sur comment le capital et le capitalisme forgent la cité et forgent notre rapport à l'urbain. Oui, exactement. Pour dire, merci beaucoup de m'avoir invité. Pour dire un mot sur cet ouvrage, c'est un ouvrage qu'on a écrit à 30 qui a pour objectif en fait, de donner des clés de lecture de ce qui se passe actuellement en ville, comment en fait, le capitalisme comme système idéologique, politique et économique qu'on pourrait qualifier de dominant actuellement façonne la ville. Et donc l'objectif, c'était de donner en fait, des clés d'entrée à toute personne essayant de s'intéresser à ces questions-là, qui soient accessibles pour comprendre un peu ce qui se passe dans la ville contemporaine. Très bien, merci. Je vais recommencer par vous, du coup, Claire et Guillaume. Si vous pouvez nous parler un petit peu de votre démarche, pourquoi avoir choisi de fonctionner comme ça, dans un univers partagé où chacun avait sa ville qui était elle-même construite sur des références chacune différentes. Comment vous avez construit ces univers-là, et quelle est l'importance que vous accordez justement à la ville, y compris là, pour le coup en fantasy, dans votre écriture? Il y a ce cliché toujours de dire, parce que j'ai entendu en critique, on aime bien dire en fait le héros c'est la ville, c'est un peu un cliché, mais en fait c'est souvent assez vrai, et c'est un truc très très important dans la construction de l'univers littéraire. Oui, en l'occurrence, nous, effectivement, on est à fond dans le cliché, désolé. C'est un très bon cliché. En fait, ce qui s'est passé, en tout cas pour ce projet, c'est que tout est vraiment parti des deux villes. Le projet en lui-même, il est né de voyages qu'on a fait. Donc, du coup, premier voyage à Sienne, qui nous a vraiment fait triper. Enfin, c'est une ville de fantaisie. Effectivement, tout nous a plu. Le côté, les petits quartiers, avec les différents quartiers, avec chacun son animal totem, son église, sa fontaine. On peut explorer un peu la ville en passant de quartier en quartier comme ça. Et en s'y perdant surtout, parce que c'est une ville très labyrinthique, avec plein de venelles étroites. Enfin, c'est assez bizarre en fait, c'est une expérience immersive très étrange, hein, de se perdre dans Sienne. Et effectivement, en repartant de la ville, on s'est un peu imaginé à fantasmer une espèce de version gigantesque de Sienne qui pouvait servir de terrain de jeu, éventuellement, soit un jeu de rôle, soit quoi que ce soit. Enfin, vraiment, là, on était dans
la création d'un décor, en fait. On n'était pas au stade d'intrigue ou de personnage. Et donc, ça a maturé dans son coin un certain temps. Et ensuite, on a fait un voyage à Amsterdam. Et en fait, on a retrouvé ce plaisir d'inventer une ville à partir de la ville, en fait. Et de se dire, voilà, on peut en faire aussi une ville de fantaisie. On peut imaginer comme ça des quartiers séparés par des canaux qui permettraient de délimiter des quartiers très spécialisés. Voilà, donc on est reparti dans la même démarche de création d'une ville qui peut servir de décor. Pareil, jeu de rôle ou jeu vidéo. Et surtout, on a tout de suite saisi le fait qu'on pouvait mettre ces villes en opposition ou en complémentarité, en tant que l'une était vraiment représentative d'une certaine culture d'Europe du Sud, l'autre d'Europe du Nord, et qu'en poussant encore un peu plus loin leurs caractéristiques respectives, on pouvait avoir un terrain de jeu intéressant pour des intrigues qui s'entrecroiseraient. Donc ça, c'est comme ça qu'on a créé le décor, et ensuite comment c'est devenu un roman. Déjà, juste pour compléter aussi, à partir du moment où on a décidé des années plus tard, parce que ça a maturé pendant un certain temps, que ce serait finalement 2 séries de romans où chacun écrirait sur une ville, sur un narrateur, la première question c'était de se dire, il faut qu'on ait des narrateurs qui incarnent vraiment la ville, qui soient à l'image de la ville et qui transmettent une certaine culture, qui transmettent même une ambiance de la ville. Et du coup, on a beaucoup travaillé justement pour dire, qu'est-ce qui fait la spécificité de ces villes et comment est-ce qu'on les fait transparaître par le biais de 2 personnages, en fait. Donc on a inventé 2 narrateurs et effectivement, on s'est mis un peu à l'écriture chacun de notre côté, en se répartissant les rôles, de manière à ce que chacun porte un narrateur, une ville, une histoire. Et du coup, en forçant un peu comme ça les caractéristiques de chaque ville, ça a dessiné aussi les cartes de la ville, parce que d'un côté, on avait cette capitale du Sud qui était très chaotique, qui est impossible à cartographier, parce qu'effectivement, les rues changent tout le temps, vu qu'en plus, elles sont transformées sans cesse par un clan qui use de pouvoirs magiques, en fait, pour la transformer. Et dans le Nord, à l'inverse, un côté, on va dire, hygiéniste, où les villes sont vraiment, les ruelles de certains quartiers sont vraiment reconstruits avec des rues toutes droites, des placettes, des fontaines, d'inspiration un peu du début de l'hygiénisme en Europe, quoi. Donc en poussant en fait ces caractéristiques, ça nourrissait nos intrigues et ça nous permettait d'avoir des terrains de jeu différents dans lesquels on pouvait appliquer les mêmes éléments d'intrigue en fait. Alors, je veux bien, du coup, puisque tu parles d'hygiénisme, passer la balle à Rémi, parce que j'imagine que tu as dû bosser sur cette question. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est d'ailleurs l'hygiénisme et puis l'urbanisme et le fait de justement, en gros, tu m'arrêtes si je parle sous ton contrôle, hein, tu m'arrêtes, mais de passer justement d'une vision où la ville est quelque chose d'un peu organique qui se crée de manière un petit peu bordélique et à quelque chose qui est pensé justement, où c'est un autre imaginaire de la ville où on dit non, on va contraindre ça. Ici à Lyon, on connaît bien ça parce que du coup, il y a les abattoirs et on a eu Tony Garnier et tout ce truc-là d'urbanisme. Si tu peux expliquer historiquement cette bascule-là. Alors, pour le coup, on n'a pas le temps. Ça va être très bon, long. alors passons à autre chose. Mais pour le coup, c'est quelque chose qui s'est fait, on va dire, sur quasiment un siècle déjà. Avant l'hygiénisme, il y a eu l'aérisme, où du coup, on a commencé à se dire, quand ça pue, est-ce que c'est pas ça qui nous fait tomber malade, grossièrement. Du coup, on a commencé à se dire, avoir les cimetières en centre-ville, avoir les abattoirs en centre-ville. Il faut s'imaginer qu'à Lyon, c'était à côté de la place des terreaux et à l'Hôtel-Dieu. Donc on était en plein centre-ville. Il y en avait aussi à côté de l'église Saint-Paul et Saint-Georges, pour ceux qui voient dans le Vieux-Lyon. Donc vraiment, il faut s'imaginer les odeurs qu'il y avait dans la ville, etc. On a commencé à se dire, est-ce que les gens tomberaient pas malades à cause de ça ? Est-ce que ce serait pas à cause de ces odeurs, de cette putréfaction, etc. qu'il va avoir, que les gens, est-ce que ça souillerait pas la ville en tant que corps médical, mais aussi en tant que morale. Donc en plus, on a une belle mentalité avec l'hygiénisme qui est arrivé sur les classes populaires. Mais grosso modo, arrive l'hygiénisme vers le 19e siècle, donc bien avant Tony Garnier pour le coup, un siècle avant. Et je me suis perdu. Oui, l'hygiénisme du coup qui consiste en fait à nettoyer les rues, à faire de grandes percées dans les rues, on va dire un peu plus complexes, on va dire dans le tissu urbain qui s'était fait un peu pas non plus à volo, mais on va dire qu'il y avait un tracé déjà un peu plus organique. Là, on va faire de grandes tracés bien droits, bien orthonormés, donc bien en angle droit, pour laisser passer l'air du coup, la circulation, mais aussi pour pouvoir contrôler les populations.
entre autres parce que on peut plus facilement barricader un centre-ville quand il y a des petites rues qu'en fait de grands boulevards. Voilà, entre autres. Et ensuite, ça va s'accommoder dans le sens où on va sortir tout ce qui est les éléments industriels des centres-villes, mais aussi toutes les populations les plus pauvres et donc du coup les moins saines du coup aussi des centres-villes. Voilà, grosso modo. Ouais, merci, c'est très clair. Et Mathieu, je ne sais pas si tu veux peut-être enchaîner là-dessus, parce qu'il y a cette... Alors, je précise un truc que tu nous avais précisé avant. Toi, tu n'es pas spécialement lecteur en plus de SF et de choses comme ça, mais du coup, tu as quand même cette approche justement très, très perception en fait, de la ville. Qu'est-ce que... comment dire, un truc qu'on a sous les yeux tous les jours, on a l'impression qu'elle n'a pas forcément d'histoire, juste que c'est comme ça et que c'est naturel pour tout le monde, alors qu'en fait ça implique plein de choses politiques. Et il me semble, moi j'avais lu sur les abattoirs un bouquin du journaliste Upton Sinclair sur les abattoirs de Chicago, qui a quelque chose d'intéressant parce qu'il explique que les abattoirs c'est l'industrialisation justement de la nourriture et tout l'agroalimentaire. Et moi je l'avais beaucoup entendu cité comme un début du capitalisme industriel, une nouvelle forme du capitalisme industriel, où en fait au lieu d'avoir des petits abattoirs où tuer les cochons dans les rues ou un truc à l'ancienne un peu moyenâgeuse, l'abattoir ça devient vraiment une cité quasiment à part entière où tout est fait à la chaîne. Et en fait ça précède même le Fordisme façon on sait les pièces de bagnole genre les temps modernes de Chaplin et tout. Et là pour le coup c'est purement lié à un développement économique du capitalisme, quoi. Oui, on peut essayer de revenir synthétiquement en arrière, mais l'urbanisation, en tout cas les villes, c'est pas une chose qui est une création du capitalisme. Il en existe évidemment bien avant, dès les villes antiques, etc. Mais on a une explosion de l'urbanisation en fait sur les 2 derniers siècles. En 1850, il y avait à peu près 3% de la population mondiale qui vivait en ville. Désormais, on est au-delà des 50% et toujours plutôt en croissance. Et donc, en fait l'urbanisation capitaliste, elle est fortement liée à l'industrialisation. Je vais essayer de faire un résumé, mais on pourrait dire qu'il y a 3 âges, et je pense que ça pourra nous renvoyer après vers la question de l'imaginaire, où on voit comment, en fait, les évolutions historiques, idéologiques et économiques, en fait, construisent des villes qui se structurent différemment. Mais effectivement, en fait, à partir du début, de la fin du 18e et du début du 19e siècle, on a une industrialisation massive et qui va se caractériser en fait par la concentration de ce qu'on appelle le capital fixe, c'est-à-dire en fait l'immobilier en français, dans les grandes villes pour la production, donc les abattoirs en sont, les industries de production, et pour la reproduction, c'est-à-dire notamment l'habitat, les écoles, les hôpitaux, etc. Tout ça va se concentrer, et ça est rendu possible ou en fait existe à travers l'industrie, à travers le charbon en fait, qui est la première gros effet, c'est-à-dire que précédemment, si vous voulez, l'énergie dont on avait besoin pour produire des biens, elle était hydraulique, c'est-à-dire que on avait des moulins à eau en fait qui permettaient d'actionner toutes les usines, et donc en fait les industriels allaient se situer le long des cours d'eau et devaient un peu se partager l'espace. Et le charbon change absolument tout puisque en fait l'énergie se déplace jusqu'à l'usine, et c'est ça qui va amener en fait l'urbanisation industrielle en forme de concentration. Donc on a vraiment cette chose-là, et on voit tout l'imaginaire que ça peut produire, y compris visuellement. C'est des paysages qui sont marqués par l'usine au centre, avec autour l'habitat, par une empreinte ferroviaire importante, etc. Ça va évoluer quand les industriels dominants vont changer, et aujourd'hui on est complètement là-dedans, c'est-à-dire en gros on passe du charbon au pétrole, et on voit bien que la ville actuelle, c'est-à-dire en fait la ville du Fordisme jusqu'à aujourd'hui, elle est matrixée en fait par l'industrie pétrolière et l'industrie automobile, qui façonnent les circulations, qui façonnent la valeur, c'est-à-dire qui dit qu'est-ce qui va coûter cher ou pas dans l'espace, et qui façonne aussi les imaginaires. C'est quand même très présent la question du déplacement, et donc on est dans cette chose du pétrole. Et puis aujourd'hui, on est en train de vivre une mutation. Alors, je ne suis pas forcément toujours à l'aise avec le terme de révolution numérique, mais d'une certaine manière, il y a quand même une évolution industrielle qui fait que les industriels dominants du moment sont les industriels du numérique. Et donc forcément, en fait, la ville, en tant qu'incarnation, notamment de l'industrialisation, va commencer à être faite à leur mesure. Et ça, on va le voir beaucoup, j'imagine qu'on en discutera un peu plus tard, surtout l'imaginaire que ça produit en termes de contrôle social, en termes d'optimisation, en termes d'individualisation des pratiques, etc. Donc on peut en tout cas dire qu'on peut relier les formes d'industrialisation dominantes à la forme et aux imaginaires dominants de l'urbain. Merci. Et du coup, Katie, si tu veux en parler un petit peu de ton rapport justement à ça dans ta création
artistique, et notamment si tu veux parler justement du quartier de la Défense, pourquoi tu as travaillé là-dessus? Parce que clairement c'est un peu un quartier de science-fiction et on est complètement dans le truc, ce truc du gratte-ciel, du développement capitaliste et du espèce de truc un peu de, je sais pas si le futurisme c'est le bon terme, mais il y a une espèce de volonté de montrer que c'est la ville de demain. Alors, quand Mathieu parle d'imaginaire dominant, en fait, c'est ce sur quoi je travaille avec mon association qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, puisqu'on travaille sur des imaginaires alternatifs du futur. Donc, alternatifs par rapport à cet imaginaire qu'on connaît tous, qui est donné comme le truc, la technologie va résoudre des problèmes créés par la technologie et il n'y a rien d'autre. Et nous, on cherche en fait à trouver ce qu'il existe d'autre, donc au niveau national, international. Et on travaille aussi en faisant des ateliers d'écriture avec des personnes qui, a priori, n'écrivent pas, mais qui ont, comme chacun de nous, de l'imagination et la possibilité de sortir de ce récit qui fait semblant de ne plus être un récit et se présente comme étant la réalité. Et donc, cette expérience de travail sur le quartier d'affaires de la Défense fait partie des demandes que nous avons eues en sortir du confinement, parce qu'on a eu beaucoup d'organisations qui s'interrogeaient sur l'existence de l'incertitude, qui revenait en gros, mais en fait, on ne sait pas ce qui va se passer, et peut-être qu'on peut imaginer des choses. Et donc, on a eu beaucoup de demandes de personnes qui voulaient travailler sur le futur de leur activité, le futur de leur territoire, dont la Défense. Donc, un atelier assez particulier, puisqu'en plus, il s'est mené à la Défense. Donc, nous étions dans les tours de verre à essayer d'imaginer autre chose que les tours de verre. Ça mobilise pas mal de compétences donc d'animation, d'ateliers d'écriture, et y compris des compétences de psychologue, pour partir en imaginaire, en recréant des mythologies. Donc, on est passé par le passé pour réussir à expliquer de manière cohérente, mais fausse, totalement fictive, un présent capable de se projeter autrement dans le futur. Et donc, je peux lire mon extrait? Oui, bien sûr, vas-y. Donc, les ateliers se déroulent donc, avec les personnes qui écrivent, qui créent des personnages, qui créent des situations et qui imaginent des choses. Et généralement, donc, les auteurs qui accompagnent écrivent ensuite un texte personnel reprenant des éléments apportés par les participants. Donc, je vais vous lire des bouts de mon texte personnel sur ce travail sur la Défense. Donc, ça s'appelle « L'archange des dalles ». Un genou au sol, les yeux plissés, Lucas fixe en se concentrant celle qu'il appelle avec tendresse sa vieille amie. Elle semble avoir survécu à tout ce qui a affecté le quartier ces 30 dernières années. La crue de la Seine et l'arrivée massive de réfugiés parisiens dans les tours, les différentes expérimentations à la surface, dans l'air et les souterrains, la création de la réserve naturelle, l'introduction des animaux tropicaux menacés. Front haut, torse bombé, une goutte de rosée matinale accrochée au nez. Elle brandit son drapeau, que Lucas croit voir bouger. Elle lève son épée et regarde droit devant elle, appuyée sur un dos du canon. À ses côtés se tiennent ses deux compagnons, que Lucas ne perçoit même plus. Le soldat avec son ultime cartouche et la fillette apeurée par l'horreur de la guerre. Lucas n'a Dieu que pour celle qui lui rappelle une autre femme, une héroïne oubliée, combattante des bas-fonds de la Défense, pendant les années 30, sa mère. Il se lève et fait grincer l'articulation métallique de son genou gauche. « Est-ce que tu es fière de ce qu'on a réussi à construire ?» demande-t-il. Elle ne dit rien. Les statues de bronze ne répondent pas. Il sourit, déploie ses ailes et s'élève d'un bond joyeux. Sa journée peut commencer. Né juste sous la dalle de la Défense, comme il aime à le rappeler, Lucas fait partie du décor. Son apparence juvénile et trompeuse, car cela fait 10 ans qu'il a l'air d'avoir moins de 20 ans. À la fin de son adolescence, la fin de son adolescence a coïncidé avec la restructuration de la coopérative de gestion de l'ensemble du territoire, l'ancien quartier d'affaires et les communes avoisinantes. Le départ de plusieurs entreprises, mécènes ou partenaires du lieu, ainsi que l'arrivée dans l'organisation de groupes d'usagers, qu'ils soient habitants ou consommateurs réguliers de loisirs et d'équipements, sont intervenus à un moment décisif pour le devenir de la Défense.
La volonté de l'État d'en faire une zone pilote, vitrine de ses expérimentations de naturbanisme, a constitué l'impulsion qui manquait au collectif. La restructuration de 2038, encore appelée la restauration, se déroula dans une sorte d'euphorie collective. L'espoir flottait dans un air chargé non plus de poussière et de poudre, mais du parfum des fleurs et de l'humidité de la rizière de la dalle centrale. Des couples se formaient, des projets se montaient, des communautés s'établissaient dans des étages de tours. Les circuits de récupération et de stockage de l'eau de pluie et de l'énergie solaire étaient remis en marche. Toutes celles et ceux qui avaient développé un talent particulier voulaient le partager avec des voisins, des collègues et même avec des inconnus. Merci. Dans ton texte, dans ce texte, il y a cette question de la réappropriation pour le coup, d'un quartier qui est même un peu une caricature aussi pour en faire autre chose. Et j'avais une question que j'ai oublié de vous poser tout à l'heure, Claire et Guillaume. Là, par exemple, c'est un personnage vous imaginez un personnage qui est un habitant justement de la ville, qui la connaît. D'ailleurs, tu dis des choses. Il y a des choses qu'il ne voit plus, par exemple, comme nous tous. Contrairement à quand on visite une ville où on est là, il y a une statue, il y a tel truc, alors que c'est des trucs qu'on voit plus du tout parce qu'on s'en fout au bout d'un moment quand c'est plus ça qui nous intéresse et qui fait notre quotidien dans une ville. Vous, comment vous êtes justement réapproprié ces imaginaires-là de ville, parce que vous citez les exemples des références d'endroits que vous avez visités en fait en voyageur et du coup que vous n'avez pas réellement habité. Donc comment vous réappropriez ça et comment vous créez des personnages qui sont des gens qui sont nés dans cette ville, qui la connaissent intimement et qui la connaissent sans doute d'une autre façon qu'un visiteur ou un touriste la connaîtrait. Est-ce que vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez cherché des témoignages peut-être de gens des villes dont vous êtes inspiré, ou juste vous vous êtes construit ça comme votre propre ville où vous auriez vécu? Tu veux commencer ou moi? Je pense que comment est-ce qu'on a procédé? Déjà, on a pris des villes qui sont suffisamment proches de notre histoire, de notre culture, pour que nous on puisse se projeter dedans. Après, c'est un peu notre rôle, enfin à force d'écrire de la narration, que justement de se mettre, de s'immerger dans la peau des personnages. Et après, il y a encore autre chose, c'est qu'il y a le cadre d'un côté qui est la ville, effectivement, qu'on a reconstruit, en tout cas en partie, parce qu'on n'a évidemment pas tout refait. Mais puis surtout, et c'est là où moi je trouve intéressant, et c'était un des sujets qu'on voulait pas mal aborder, c'était quelle est la place de l'individu en fait dans cet urbanisme qui n'est pas forcément conçu, en tout cas pour les humains, parce que soit il se crée pas pour les individus, parce que soit il se crée par greffon dans le cas de Gemina, où c'est chacun essaie de tirer un peu la couverture à lui, on se bagarre un petit peu pour les appartements, l'architecture grandit un petit peu de manière organique, et côté des Haven, une ville qui elle est complètement divisée par des rues qui délimitent un espace social défini en fonction de sa classe concrètement. Donc il y avait la question de nous, ce qui nous intéressait, c'était de dire comment est-ce que des individus qui sont jetés un peu dans ces villes-là, elles se réapproprient l'espace et quelque part elles le hackent. Et c'était moi le personnage de Nox qui est dans cette ville, sa manière de hacker la ville entre guillemets, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du parcours, c'est-à-dire que quand il veut faire une ligne droite, plutôt que de suivre les rues, il escalade, il saute par-dessus des ruelles, il passe par les toits, etc. Je m'étais inspiré un peu d'une expérience c'était même un happening qu'avait fait Jodorowsky à la fin des années 60 à Santiago du Chili quand il faisait des happenings artistiques. Il avait, justement pour protester contre l'urbanisme, entre guillemets, tracé une ligne droite à Santiago du Chili. Et en fait, avec un ami, ils se sont filmés en train juste de suivre la ligne droite. C'est-à-dire, ils passaient par les appartements des gens, ils passaient par les fenêtres, ils montaient sur les lits, et puis c'était comme ça qu'ils disaient, voilà, c'est la ville, elle nous appartient. Et c'est un peu comme ça qu'on se la réapproprie, tout simplement, nonobstant ce que peuvent en dire urbanistes, architectes, etc., etc. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter.
Ok, du coup j'ai une question un peu générale pour tout le monde parce que vu la visio qu'on a fait, je pense que il y a un sujet un peu général qui est très très intéressant sur justement la tension entre se réapproprier la ville et le contrôle. Tu as parlé de contrôle, Mathieu. Je vais peut-être expliciter l'exemple que tu as donné sur les... Oh non, c'est toi qui as parlé des boulevards et des petites rues. En fait, c'est un truc qui est très intéressant quand on me l'avait expliqué. Et à Lyon, c'est très clair là-dessus. En fait, il y a un truc dont on ne se rend pas forcément compte quand justement on regarde pas vraiment la ville. Voilà, on a l'habitude. Si vous prenez la Croix-Rousse, qui était le quartier des Canuts, pour ceux qui connaissent un petit peu quand même la ville, eh bien que voilà, c'est des petites rues, ça monte. En plus, il y a des traboules, c'est le bordel. Vraiment, c'est tout petit. Si vous arriverez, vous étiez un Canut, vous vouliez foutre quelques barricades et un petit peu gueuler, c'est très pratique. Et même d'ailleurs les traboules qui sont ce truc très typique lyonnais qui traverse les bâtiments, par exemple tout bêtement, qui était un truc il me semble que les canuts utilisaient pour pouvoir circuler entre leurs bâtiments pour transporter les tissus, c'est ce qui a mis un peu dans le mal l'occupant allemand à Lyon, parce que on se retrouve avec justement des habitants, donc des gens qui connaissent ces trucs là et qui sont insaisissables, qui se réapproprient la ville. En revanche, les grands boulevards à Lyon comme à Paris, il y a une volonté de contrôle social, de dire voilà, comme tu disais, en fait on va foutre des très très gros aller barricader un truc comme Presqu'île, quoi. Et alors que par contre pour envoyer la troupe c'est beaucoup plus pratique. Donc il y a des choses comme ça qu'on ne voit pas de contrôle qui paraissent en fait qui sont un peu invisibles si on s'y penche pas. Et je trouve vraiment que c'est intéressant parce que c'est cette tension entre la ville qui nous contrôle d'une certaine façon, qui est pensée pour contrôler les flux, la population et éventuellement ces débordements, et toutes ces stratégies comme le parcours, qui est un super bon exemple de réappropriation de la ville, où en fait on la voit complètement différemment. Je ne sais pas si vous voulez développer un peu là-dessus. Je peux essayer. Effectivement, ce que tu disais, juste pour donner vraiment ce qui était fait, le truc, c'est Haussmann. Effectivement, cette pensée-là des grands boulevards. Et Haussmann, ça arrive dans un contexte politique qui est assez simple. C'est juste après la Commune de Paris. Et donc, en fait, il y a eu une insurrection qui a quand même duré relativement longtemps, qui a, en se faisant massacrer, quand même résisté assez longtemps à une armée organisée. Et ça, on a eu beaucoup d'exemples, y compris effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale, que en fait, les armées de métier et les armées de troupes, elles sont moins fortes en guérilla urbaine que ce qu'elles sont sur des espaces vides. Et donc, on a fait ces grands boulevards à la fois parce que c'est compliqué d'y faire des barricades, parce que c'est facile d'y faire charger des troupes, ça marche encore aujourd'hui lors des grosses manifestations, et aussi à l'époque pour pouvoir tirer au canon. Et en fait, ce modèle-là, il a été reproduit un peu partout. On l'a notamment énormément vu en fait dans les villes coloniales, où le premier truc qui était fait, par exemple par les Français en arrivant à Alger, en arrivant à Annaba, etc., par exemple en Algérie, c'était de raser les anciennes médinas, ou en tout cas de les limiter assez fort, et de construire effectivement du dispositif anti-insurrectionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours dans cette fuite en avant où il y a toujours une tentation de contrôle. Et aujourd'hui, elle prend des formes extrêmement différentes. Il y a des formes très visibles. Typiquement, la vidéosurveillance est assez visible. Le fait qu'on ait des espaces aujourd'hui de plus en plus quadrillés. Si vous allez, par exemple, à Lyon, mais c'est le cas souvent dans les nouveaux quartiers, typiquement ce qui se passe à Gerland, la ZAC de Gerland, c'est 50 nuances de gris, quoi. C'est vraiment... des espaces très fermés avec des digicodes, etc. Quand les digicodes et les grilles suffisent plus, on met des humains, donc sous-payés, qui sont un peu les visages précaires de la société de surveillance, qui sont les vigiles. Et puis, ça, c'est très visible. Et il y a des choses beaucoup moins visibles, comme le fait qu'on réfléchit de plus en plus à avoir des espaces de flux qui soient plutôt inconfortables, parce qu'on préfère que les gens circulent, plutôt que les gens restent assis, parce que quand ils sont assis, ils complotent, ils bloquent la circulation. Enfin, tout ça est moins efficace en termes à la fois de contrôle de population et de circulation en fait, des capitaux économiques. Et donc ça se voit parfois un peu moins. C'est des stratégies qu'on baptise aujourd'hui souvent de prévention situationnelle, c'est-à-dire l'idée que en fait, c'est l'espace qui est responsable des comportements qui favorisent ou qui favorisent moins des comportements soit de délinquants, soit même seulement déviants. La dimension morale, elle arrive immédiatement avec la dimension légale. Et puis, on a des choses, en fait, un peu partout, assez invisibles, quoi. Typiquement, les très jolies lumières bleues sous les ponts, le long du Rhône ici, ou le long de la Seine à Paris, en fait, elles sont surtout faites pour être désagréables et empêcher de dormir dessous, par exemple. C'est pas uniquement parce que le bleu, c'est beau. Donc, on a vraiment des stratégies comme ça qui s'infiltrent un petit peu partout.
Et donc, il y a toute la question derrière, c'est comment on détourne ça, comment on y résiste, et en fait, comment on peut aussi faire des trucs cool. Et là-dessus, l'idée, par exemple, que le numérique n'introduit que de la surveillance, ce qui est quand même une grosse part de ce qu'il est en train de faire, et dans ces trucs de contrôle, là, j'ai juste parlé du contrôle policier, mais le contrôle économique sur l'espace, c'est-à-dire comment Google Maps est arrivé à devenir un acteur hyper dominant qui va avoir une influence en fait beaucoup plus grosse que le plan de circulation de la mairie sur les endroits où vous allez vous déplacer, sur comment vous allez vous déplacer en utilisant leur système et sur les modes de transport que vous allez utiliser. Par exemple, c'est aussi une forme de contrôle qui est le commercial, mais au fond, ça arrive à ça. Mais en fait, on a quand même pas mal d'expériences de détournement de ces systèmes-là, d'expériences de petites résistances. Je vais juste en prendre un parce que sinon je vais parler trop longtemps, mais y compris de comment on résiste, par exemple, à ces géants du numérique. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, mais Waze, à un moment, avait tendance pour pour que ça aille plus vite, à faire passer en fait les véhicules dans des rues vides, c'est-à-dire beaucoup de rues résidentielles en fait, notamment dans les quartiers pavillonnaires, qui n'étaient pas du tout prévus pour ça. Et en fait, des populations qui par ailleurs sont pas forcément des gens qui ont énormément réfléchi à la question numérique, ont commencé à signaler des faux accidents, ont commencé à circuler très lentement pour que Waze croit qu'il y a un bouchon, etc. Donc en fait, même ces acteurs qui ont l'air très dominants, alors après ils corrigent, ils s'adaptent, leur algorithmique, elle bouge vite, il y a moyen de les bouger, et aussi il y a moyen quand même, ça on y reviendra peut-être ou pas, mais la ville n'est pas un univers bloqué, il y a moyen d'échapper au contrôle, et il y a moyen de le transformer et de s'approprier un certain nombre d'espaces. Oui, j'allais te passer, parce que tu en parles complètement dans le texte, donc vas-y. Oui, ça me fait réagir en fait cette possibilité de résistance. Quand on écrit, qu'on lit beaucoup de science-fiction, on a des espaces un peu pensés, et quand on crée des univers, on a envie de les mécaniser un peu et d'imaginer ce que ça va donner. Et moi, ce qui me passionne, c'est vraiment d'aller chercher les failles. Alors, tu disais que j'étais pas visuelle, et ça aide. Parce que finalement, plutôt que de décrire une ville en essayant de mettre des choses un peu jolies, je vais plutôt travailler sur la fonction qui est donnée à cette construction, et comment on va en sortir. C'est ce qui m'intéresse vraiment le plus, d'utiliser mes nouvelles comme des petites expérimentations de voilà, ici on faisait comme ça, qu'est-ce que ça donnerait. Et je pense à 3 exemples très différents. Une nouvelle qui s'appelle l'ère des nourriciers, alors très basique, où les nourriciers, donc c'est l'élite qui a le droit de travailler, qui s'occupe du pain, du médicament et du contrôle, et qui est en dessous. Et au-dessus, il y a les ludos, donc qui jouent toute la journée, qui sont entièrement contrôlés par ces gens en dessous. Donc c'est très basique comme architecture, il n'y a rien à montrer. Juste le petit ascenseur par lequel on va chercher ce dont on a besoin, et puis on vit, et tout est censé être sous contrôle. Et moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est évidemment comment les ludos vont faire leur révolution dans ce truc-là qui est pensé pour les contrôler entièrement. Je pense aussi à une nouvelle écrite c'est une anthologie humanitaire, donc pour les migrants SOS Terre et Mer, et mon texte, c'est Le filet du pêcheur, dans lequel les personnes n'ont pas le droit d'habiter au même endroit plus qu'une semaine. Donc il faut partir au bout d'une semaine, et donc il y a un algorithme qui vous indique le type de logement auquel vous pouvez prétendre, et vous devez bouger en permanence, avec tout un système d'aide, qui est une aide et qui est aussi un contrôle. Et effectivement, là-dessus, on retrouve le contrôle numérique, mais aussi cette idée de où je dois me rendre, où j'habite, et surtout pas m'attacher à un territoire, parce que ça crée quelque chose qui fait qu'on aurait envie de changer. Quand on bouge en permanence, on est occupé à s'adapter, alors que quand on est quelque part, peut-être qu'on a envie de modifier le lieu. Et le dernier exemple, après je donne la parole, c'est un texte qui s'appelle Gardien, dans lequel je vais jouer sur un récit dominant qui est le récit du marché. Et donc, au lieu d'avoir le marché, on va avoir le manège, qui me semble plus illustratif de comment ça marche. Cette chose sur laquelle on veut tous monter, et qui va un peu vite, et qui peut donner le tournis, mais quand on n'est pas sur le manège, on n'est pas dans le jeu. Et voilà, avec quelqu'un qui va petit à petit découvrir toute l'architecture qu'il y a autour de cette manière de faire, plutôt que de se dire tout est juste et tout est bien pensé,
ceux qui sont sur le manège sont ceux qui méritent, etc. Donc la prise de conscience progressive que tout ça n'est pas naturel, que ça n'est pas forcément le mieux et qu'il y a moyen d'imaginer autre chose et de vivre en dehors du manège. J'ai encore une question pour vous. Désolé, je me rends compte que je vous pose les questions en binôme, mais bon, comme voilà, votre série urbaine est en binôme, il y a un truc qui vient de me percuter que je trouve intéressant dans cette histoire de comment se réapproprier l'imaginaire d'une ville. Vos deux villes sont conçues pour être très différentes, et y compris philosophiquement, quoi. C'est vraiment pas du tout des villes qui pensent pareil. Le fait, par exemple, que tu dises que ta ville n'est pas cartographiable, déjà, ça me questionne parce que je me dis, non, c'est la tienne. Pardon. Mais qu'il y en a une qui soit pas cartographiable, c'est déjà intéressant parce que comment vous concevez une ville qui n'est pas cartographiable. Et du coup, moi, je serais curieux de savoir comment vous en discutez entre vous, parce que ça veut dire que vous avez dû chacun vous câbler sur une façon de penser la ville, deux façons de penser la ville qui sont complètement différentes dans le même univers. Le projet en lui-même, il est conçu autour de la complémentarité, donc la complémentarité des villes, des narrateurs, de nos façons de penser et de travailler. Donc pour le coup, c'est plutôt le point de départ plutôt que l'objectif. Mais effectivement, on avait d'un côté du coup cette ville qui est impossible à cartographier parce qu'elle est sans cesse mouvante, et de l'autre une ville qui a été planifiée, enfin en tout cas dont les quartiers sont détruits et replanifiés. Pour pouvoir arriver à cet objectif dont on parlait de contrôle en fait de la population. C'est deux façons de contrôler la population qui sont complètement différentes et qui collent avec la culture de chacune de ces deux villes. Après, la question pour nous, en tant qu'auteur, c'est de montrer comment le personnage, chaque personnage, en trouvant sa place dans le monde, en trouvant sa place dans la cité, va réussir à trouver la manière d'échapper à ce contrôle. Déjà d'en avoir envie, parce qu'il faut aussi y penser, il faut aussi réussir à sortir de ce carcan qui peut être imposé, et ensuite comment il va s'y prendre en fait. Donc là, effectivement, le fait d'avoir des personnages qui viennent de strates différentes de la société, donc le personnage de Guillaume, qui est un peu, bon après c'est une société assez mélangée, mais qui a assez à la fois un pied dans un château ducal et l'autre pied dans les rues de la ville en tant que coursier d'épicerie. Où moi, pour le coup, c'est une société plutôt dans le nord, plus cloisonnée, classe sociale, où ma narratrice, elle est issue plutôt de la caste nobiliaire, en fait, donc a priori privilégiée. Mais qui, suite à une expérience éducative et le fait d'avoir comme camarade d'études un type qui est roturier, même si plutôt classe moyenne supérieure, ça va finalement la pousser à se poser des questions qu'elle n'était pas censée se poser. Rien n'était fait pour qu'elle se les pose. Et à sortir en fait de cette façon de penser et de voir comment elle peut utiliser la ville, comment elle peut utiliser ses propres connaissances pour retourner les choses différemment, en fait, pour penser la ville différemment. C'est-à-dire que Citadin de demain, en fait, le titre, ça renvoie à cette éducation que ses parents ont lui apportée dans le but de faire perdurer le système très strict de la ville. Mais en l'occurrence, le risque qu'on prend en éduquant ses enfants d'une certaine façon, c'est que justement, il utilise ça comme outil pour agir à l'encontre, en fait. Je me suis un peu éloignée du sujet, désolé. Non, c'est intéressant. Si je peux ajouter une chose, effectivement, alors très vite, quand on est entré dans le processus éditorial, notre éditeur nous a demandé de dessiner les villes pour que lui on puisse en faire des plans. Vous savez, quand on parle de fantasy, on met souvent des plans, il faut des cartes, et c'est assez problématique. Et en fait, on a un peu contourné le problème, parce que comme on disait, donc la ville de Claire est effectivement très très rectiligne, très organisée. La ville de Gemina ne l'est absolument pas, en l'occurrence. Donc on a un peu contourné le problème en lui demandant de nous faire des cartes qui soient absolument pas des cartes informatives. En disant on va laisser à l'imagination du lecteur un certain nombre de choses, mais on va quand même lui donner un cadre. C'est une illustration, en fait, chacune de ces cartes est une illustration en soi, et ça dit pas où sont les rues, c'est juste voilà un peu à quoi ressemble la ville. Alors, la ville de Claire est effectivement conçue de manière très rectiligne, la ville de Gemina, donc Devon est très rectiligne, Gemina, donc pour le sud, est une ville qui est en arc de cercle c'est un arc de cercle qui remonte avec des falaises, et le quartier du port qui est en son centre, et quelque part là où se déroule l'histoire. Et quand on regarde un petit peu de plus loin, on voit que c'est un amphithéâtre, et avec la scène au centre, là où se déroule l'histoire. Donc finalement, c'est plus la symbolique qui prend le pas, plutôt que l'urbanisme et l'architecture elle-même. En tout cas, c'était la première approche qu'on voulait donner de ces villes. Merci. Rémi, est-ce que tu saurais nous expliquer ce qui s'est passé en termes d'imaginaire je vais préciser ça. Tu as expliqué un petit peu sur les abattoirs les raisons, on va dire, socio-économiques
de pourquoi, à un moment donné, on a commencé à penser la ville, et notamment les abattoirs industriels, autrement, l'hygiénisme et tout ça. Mais pour que ça devienne des plans et des programmes urbains, il faut que ça s'accompagne d'une vision du monde qu'on va vendre. Est-ce que tu peux et d'un imaginaire en fait de la ville, une espèce d'objectif qu'on recherche. Je pose cette question parce que déjà parce que c'est la question de l'imaginaire, elle est très très concrète dans ce cas-là. Et toujours à Lyon aussi, un des trucs qu'on m'avait montré, c'était notamment dans le cas de Garnier et de ces gens-là, enfin des gens qui pensent comme urbanistes. Garnier, il a dessiné un truc qui s'appelle la cité industrielle ou la ville industrielle, je ne sais plus exactement comment il l'a nommé, qui est en fait, ce qui est très étonnant quand on voit ça, c'est qu'on se rend compte que c'est une forme d'utopie pour lui. C'est-à-dire qu'il va se dire, la ville, c'est un peu le bordel comme ça. L'urbanisme, c'est on va rendre ça plus vivable, plus beau, mieux organisé, et du coup, c'est assez étonnant de voir en fait quelqu'un qui parle d'une cité industrielle comme une utopie, alors que maintenant, alors surtout en SF, c'est le truc, vraiment le pire truc, quoi. C'est vraiment genre, on pense que c'est des buildings, du crime, de la saleté, etc. Alors que c'était pas du tout cet imaginaire-là qui a vendu au monde cette construction. Pour le coup, du coup, Tony Garnier, quand il a fait sa cité industrielle, il a vraiment voulu penser quelque chose où on avait ce truc de la modernité, que la modernité, ça allait tout apporter et vraiment tout le monde allait vivre mieux, alors que nous, on est passé par la bombe nucléaire. Du coup, on est un peu plus frileux sur les idées de modernité, et donc on se dit, la modernité, ça peut aussi tuer. Mais à l'époque, c'était vraiment ce truc avec l'industrialisation, tout le monde va avoir accès à un peu tout et n'importe quoi, en fait, et puisqu'on va commencer à produire des choses un peu en masse, etc., il y aura plus de pauvres, tout le monde va travailler, tout le monde va avoir du temps libre, tout le monde aura son petit lopin de terre, etc. Et on est un peu dans ce truc très idéal. Et Tony Garnier, du coup, il a fait des plans qu'il savait déjà utopiques et irréalisables. Parce que pour le coup, c'est surtout des dessins, on peut dire, d'architectes, voire presque des dessins d'art, qu'on peut retrouver d'ailleurs, vous pouvez retrouver des images à la Cité des États-Unis, à Lyon, pour le coup, et aussi dans la halle Tony Garnier. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont allés dans la halle Tony Garnier par ici, non, peut-être. Je vous conseille d'y aller, c'est un très joli bâtiment, qui est l'ancienne halle aux bestiaux, du coup, et en fait, elle est caractéristique parce qu'elle a comme des escaliers, en fait, sur son fronton. Et en fait, ça, on le retrouvait dans la cité industrielle qu'il avait dessinée, c'était plus le chantier naval. Bref, je m'éloigne encore du sujet, pardon, c'est un peu ma spécialité, du coup, je pars, je déroule une pelote et il n'y a plus de pull. Mais pour le coup, au niveau idéologique, en fait, sortir les abattoirs, il y avait déjà sortir la mort de la ville, avant tout. D'abord, on a commencé à sortir les cimetières, et ensuite, après, on s'était dit, en plein milieu d'une place, juste à côté de l'Opéra, juste à côté du couvent des Dames de Saint-Pierre, qui était le gros couvent de bourgeoises, ou qu'on a transformé en Palais des Arts, donc vraiment, il y avait tout le beau monde avec les grands hôtels de luxe, juste en face, en fait, de la place des terreaux, et l'hôtel de ville. Juste à côté, on égorgeait des porcs, on égorgeait des bœufs, quasiment à même la rue, mais en fait sur un abattoir qui était ouvert et tout le monde pouvait voir. Il y avait une source de divertissement pour, on va dire, le bas peuple, qui était très déçu de les voir partir, pour le coup, ces abattoirs. Mais en fait, c'est surtout que ce quartier gênait, tant au niveau de l'odeur, tant au niveau de la population qui y habitait. Juste derrière les abattoirs, on avait une rue qui s'appelait la rue du Bessard, qui était une des rues les plus malfamées d'Europe. Dans les archives, il y a écrit une rue dont tout le monde connaît la réputation à travers l'Europe. Et du coup, il y avait une volonté en fait de virer cette rue-là, de virer en fait cette mort omniprésente avec des cris de bœuf qui résonnent dans le quartier, et aussi virer les animaux qui traversaient la ville. Parce que nous, aujourd'hui, ça nous paraît un peu indécent, mais il faut se dire que le marché aux bestiaux, il était à côté de Fourvière, grosso modo au minime. Et il faut se dire que les bestiaux, ils rentraient dans la ville par une porte plutôt du côté du coup de Fourvière, passaient au marché aux bestiaux et déambulaient dans toute la ville pour aller aux différents abattoirs. Donc il faut s'imaginer une ville pas qu'avec des humains, avec nous on a cette image-là. Il faut s'imaginer qu'il y avait des animaux plein la ville. Il y avait un marché au port sur la place des terreaux, c'est un temps au 16e, 17e siècle je crois. Du coup en fait il y avait ça en fait aussi à virer parce que les gens ils voulaient plus le voir en fait. Voir la mort et voir en fait un peu notre condition humaine, c'était un peu intolérable et donc du coup tout ça a été détruit pour faire des rues bien droites pour le coup. Plus du tout sinueuses, etc. Bien droites et avec des noms on va dire... rue Constantine, rue d'Oran, rue d'Algérie, pour le coup. Bien droite et bien claire, tout simplement, parce qu'en fait, il fallait évacuer tout ça. Et en fait, tout ça est parti à Perrache, où il y avait une gare d'eau, etc. Et à Vèze, pour le coup, où là, il n'y avait pas d'eau, mais là, c'est très compliqué. Si vous voulez, on en parle après de la condition de l'abattoir et de l'abattage, absolument passionnant.
Mais voilà, il y avait aussi le truc les abattoirs, ils ont été virés milieu 19e siècle. 1832-1834, c'est la révolte des canuts à Lyon. Et du coup, qui est-ce qui a des armes en centre-ville? C'est les bouchers. Et les bouchers ont commencé à faire extrêmement peur parce que pour le coup, on les décrit comme des personnes violentes. On les décrit. Il y a vraiment cette image du tueur, parce qu'en plus, surtout qu'on ne séparait pas boucher et tueur. Et de par là, déjà au 19e siècle, on a changé de boucherie publique à abattoir. Et parce que la boucherie, tout le monde voit ce que c'est, la boucherie. C'est là où il y a du sang, il y a la bête morte. L'abattoir, abattage, au 19e siècle, ça veut dire coucher. On abat un cheval, c'est-à-dire qu'on le couche pour le soigner. On abat un arbre, on abat des gemmes, mais on ne la tue pas. Et en fait, par cette euphémisme-là, en fait, on va commencer à dire « Mais non, vous inquiétez pas, regardez, on a un joli bâtiment carré, maintenant bien fermé, avec de jolies murailles, personne ne peut rentrer, les bâtiments administratifs en premier lieu, les bâtiments d'abattage un peu plus loin. » Et vraiment, vous avez des cartes postales des abattoirs du 19e avec une petite vache dessus, avec un petit ruban autour du cou, en mode « Oh, c'est si mignon l'abattage !» Non, plot twist, ça ne l'est pas. Mais du coup, il y avait cette volonté vraiment de sortir de cet imaginaire de la mort. La ville, il faut que ce soit juste pour les humains, et c'est censé plus nous tendre vers un idéal. Et Tony Garnier, en fait, en évacuant du coup cet abattoir aussi très loin, il a cette idée d'idéal en disant « Mais en fait, on va faire quelque chose de purement fonctionnel. Les bêtes vont rentrer d'un côté, vont ressortir de l'autre. Les bêtes et la viande vont prendre ce chemin-là, les humains un autre, ça va pas se croiser, ça va être propre, ça va être hygiénique. Et ça va être simple. Et surtout, ça va être loin des habitations. Il faut se dire que le quartier de la Mouche, il n'était pas du tout habité à l'époque. Et on s'était dit, mais c'est bon, c'est loin, la ville, elle ne va jamais le rattraper avant des années. Mais installer un abattoir, il faut des personnes pour le nettoyer, il faut des personnes qui travaillent, il faut du personnel administratif, il faut des gens en fait, qui entretiennent tout ça. Bon, du coup, on va mettre une boulangerie, et après, on va mettre une église, on va mettre une école. Et du coup, en fait, l'abattoir s'est retrouvé en plein centre-ville. Voilà, très rapidement. Je me suis beaucoup éloigné du sujet. Et voilà. Non, c'est très bien. Il nous reste 10 minutes avant de passer aux questions de la salle. Du coup, je vais devoir faire un petit peu le tri. On voulait parler de toilettes publiques, de plein de trucs. Mais en fait, j'aimerais bien vous entendre sur quelque chose où, pendant notre visio, vous avez été plusieurs à faire des remarques là-dessus. Et ce qui est la question, justement, de... Maintenant que la ville n'est plus une utopie, n'est plus pensée comme une utopie ou très très peu, et ça dans les imaginaires ça se voit tout de suite parce que justement à partir du cyberpunk, nos futurs, tout la ville ça devient un truc dystopique, horrible où il n'y a plus d'en dehors et on est passé maintenant à une science-fiction du post-apo et je sais plus lequel d'entre vous vous avez remarqué qu'effectivement genre les trucs de zombies, parce que maintenant c'est ça les trucs le genre dominant de SF, où dans tous les trucs post-apo quand il y a la fin du monde, quelle que soit la raison, on se barre des villes. Les gens se barrent des villes et vont vivre ailleurs. C'est très très rare de trouver un truc de zombie où les gens se disent en fait non, on va rester là, avec nos voisins dans le HLM, on va s'organiser. Non, tout le monde se barre du truc. Et du coup, je pense que c'est lié à ce truc de en fait la ville c'est dangereux, on n'aime plus ça, c'est oppressant. Et on va vers une forme de retour à la terre dans ces trucs-là. Et c'est un truc qu'on voit aussi socialement. C'est-à-dire que là, beaucoup de gens cherchent justement la sortie. Je crois que c'est toi qui avais parlé de sortie pendant la vidéo, chercher comment sortir de la ville. Et il y a tout le phénomène justement des néo-ruraux, des gens qui essaient de quitter la ville parce que ça devient trop cher, parce que c'est trop oppressant, parce qu'on peut bosser de chez nous, parce que pour plein de raisons. Et ça a développé tout un autre imaginaire où en fait l'utopie maintenant c'est plus le retour à la terre et la petite communauté, le village. Donc voilà, si vous avez des commentaires à faire là-dessus en quelques minutes. Alors, on va essayer de prendre cette question au bon et de faire court. Oui, il y a effectivement un retour de ça. Alors, une première chose, parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup cette idée d'exode urbain, etc. Avec le confinement, on commence à avoir les premières quantifications de ce genre de choses. Et en réalité, à part quelques bourgeois qui se sont offerts une maison secondaire pour aller faire du télétravail, c'est tout à fait marginal, tout simplement parce qu'en fait, la plupart du temps, on habite aux endroits soit où l'on travaille, soit où on a des réseaux, notamment familiaux et amicaux, qui permettent, y compris quand on ne travaille pas et qu'on a des ressources très limitées, d'avoir de la solidarité et de survivre. Mais effectivement, on a cet imaginaire qu'on voit notamment dans ces films catastrophistes, qui est en plus un imaginaire très individualiste, qui suppose qu'en fait, en cas de problème imminent ou de catastrophe imminente, en fait, chacun va se replier uniquement à être sur soi-même, va devenir très individualiste et va se battre avec tous les autres. Alors qu'en fait, si on regarde ça un peu d'un point de vue historique, c'est plutôt assez faux. En fait, il y a quand même très souvent des mouvements de solidarité et c'est plutôt rassurant. Mais effectivement, on a ce truc-là qui revient, notamment de ce que moi je qualifierais en fait de propos anti-urbains. Alors la critique de la ville, elle n'est pas du tout neuve, en fait, elle est déjà très présente, notamment au 19e siècle, chez les romantiques.
Et puis, elle se réactualise progressivement. Alors, il y a des gens qui l'ont fortement porté, je suis désolé pour le point Godwin, hein, mais qui sont notamment les vichistes à l'époque, hein, ou les fascistes de l'époque. En France, c'est Charles Maurras, hein, qui disait notamment « la terre ne ment pas » et qui portait fortement en fait, cette idée très réactionnaire qui est en gros la nature et donc l'en-dehors, la ville, la campagne, etc. C'est bon par essence et c'est la société qui pervertit l'individu. Et en fait, on retrouve ce discours-là très fortement dans ces discours anti-urbains. La ville, c'est l'incarnation, c'est Babylone, si vous voulez. Hein, c'est aussi des discours qui existent d'un point de vue religieux. C'est l'incarnation de la société, donc c'est l'incarnation de la perversion, donc il faut la fuir. Aussi pour des raisons morales, pas uniquement pour des raisons sanitaires aujourd'hui. Et ça, c'est effectivement réactualisé actuellement par des discours souvent avec une vision écologiste derrière, hein, qui dit en gros on peut être plus autonome, etc., qui alors pose un certain nombre de problèmes. Dans une certaine mesure, je pense qu'il faut les entendre. En réalité, le fait que les grandes villes sont devenues compliquées à vivre, il faut l'entendre. Il faut aussi le ramener à des éléments matériels. C'est-à-dire qu'une des choses compliquées qu'on connaît probablement pour une grande partie des personnes dans cette pièce, c'est la capacité à se loger dans des conditions confortables, avec des espaces agréables, avec des revenus pas forcément extrêmement élevés, dans un moment où les prix de l'immobilier sont devenus extrêmement importants. Et donc, du coup, ces discours, ils s'appuient aussi sur une réalité matérielle où il est encore effectivement plus facile aujourd'hui de devenir, par exemple, propriétaire si on va le faire en dehors de la ville. Mais il pose aussi toujours un peu ce regard un peu réactionnaire en fantasmant en fait un en dehors de la ville qui serait resté, on va dire, à l'écart des dévastations du capitalisme. Alors je vous engage à aller dans la plupart des campagnes françaises pour voir si le capitalisme n'existe pas, par exemple. Vous allez rencontrer la SAFER, la FNSEA, l'IMAGRIN, des acteurs économiques absolument énormes. Il y a un capitalisme rural. Simplement, comme il est moins concentré, en fait, il est peut-être un peu moins évident. Puis je vous invite à aller voir aussi si c'est plus égalitaire. Si c'est plus accueillant, plus tolérant, etc. Mais en tout cas, on a cet imaginaire qui revient, mais qui n'est pas le seul. Je pense qu'il y a quand même encore aujourd'hui des discours qui, notamment en reprenant une vieille idée, c'est celle d'Henri Lefebvre, le droit à la ville, qui disent en gros, il y a un droit à la ville, c'est-à-dire la possibilité de s'investir comme citoyen dans la production de l'espace, dans l'autogestion de l'espace et de décider de comment on veut vivre. Et je pense que c'est encore relativement riche, ça. Y compris dans des endroits où, par ailleurs, on a des discours politiques très, très forts. Donc, c'est un imaginaire qui revient, qui plaît beaucoup médiatiquement. En réalité, je ne suis pas sûr qu'il soit notamment que ces effets soient si réels que cela. Pour le coup, moi je pensais aussi à quelque chose, c'est que souvent on dit oui, le problème de la ville quand il y aura un truc post-apo, c'est les gens vont devenir méchants et tout le monde va s'entretuer. Moi ce que je pense, oui, ils sont déjà méchants déjà. On n'a pas attendu un monde post-apo pour ça. Non mais c'est vrai. Hein. Non, c'est surtout que si imaginons attaque de zombies ou bref population qui est diminuée, essayer d'entretenir une ville, des buildings, etc., un réseau d'eau, un réseau d'électricité, avec des personnes qui n'y connaissent rien. Vaut mieux partir à la campagne. Parce que quand les premières centrales nucléaires vont lâcher, ça va être compliqué, on va dire, d'habiter à côté. Et c'est moi, des fois, ce que je trouve un peu dommage dans la science-fiction, c'est que des fois, on en parle, des fois, on n'en parle pas forcément. Ceux qui en parlaient un petit peu, il y avait Station Eleven. Je ne sais pas si des personnes connaissent, on en a un peu parlé, et qui est une série incroyable, c'est la minute pub. Allez voir la série ou allez lire le bouquin. Et un roman incroyable. Oui, c'est ça, un roman incroyable pour le coup. Moi, j'ai vu que la série, mais où en fait, ils en parlent un petit peu de ce truc du... la ville, c'est pratique, mais une fois que toutes les infrastructures ont lâché, qu'est-ce qui va en rester ? C'est des coquilles vides. Voilà. Alors, juste pour rappeler aussi que la science-fiction, c'est pas juste créer des mondes et raconter des trucs qui se passent dedans les plus réalistes possibles. C'est aussi souvent des métaphores et souvent des paraboles. Et je trouve que d'avoir des villes dans les histoires, ça permet pas mal de réfléchir sur le dedans et le dehors. Qui sont des concepts qui reviennent mais dans à peu près tout, dans le marché du travail, en dehors du marché du travail, dans la société, en dehors de la société, et pouvoir les matérialiser avec des murailles, avec des portes d'entrée et des choses comme ça, c'est extrêmement intéressant pour travailler sur la marge, et j'aime travailler sur la marge. Et donc voilà, au-delà de la partie architecture, il y a aussi des réflexions, c'est-à-dire est-ce que on subit le fait d'être tous ensemble,
Est-ce qu'on subit le fait d'être tous ensemble dans un endroit pensé par certains? Est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose? Est-ce qu'on a vraiment la possibilité de le faire? Est-ce qu'on l'a pas? Je trouve ça très très riche finalement d'avoir cet imaginaire-là qui va se référer à des lieux et des territoires et qui vont prendre une dimension comme ça très très physique pour pouvoir aller dans des réflexions philosophiques sur qu'est-ce que c'est un être humain, qu'est-ce que c'est un être humain en société, qu'est-ce qu'on a envie, et est-ce qu'il y a vraiment un dedans et un dehors. Voilà. Je voulais juste réagir très très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sur un point, tu disais tout à l'heure, effectivement, la SF des années 80 a essayé d'imaginer des villes, a vu le côté plus dystopique des villes que le côté utopique qu'on pouvait voir auparavant. C'est pas une nouveauté, entre guillemets, dans l'imaginaire. C'est-à-dire que déjà, dès le 19e siècle, on avait des auteurs issus de l'imaginaire ou pas du tout. Moi, je pense surtout à Thomas de Quincey ou même Robert Louis Stevenson, qui avait qui mettait déjà à bas cet idéal de la ville en disant, qui prenait pas pour un retour à la terre, mais qui montrait les bas-fonds en disant mais regardez, c'est quand même atroce. Donc qui descendait vraiment le plus bas possible et qui voyait la ville déjà comme des dystopies. La ville en l'occurrence étant Londres, qui était à l'époque forcément la ville de référence pour le capitalisme et la nouvelle société industrielle. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. On peut passer aux questions si vous voulez, s'il y en a, évidemment. Est-ce qu'il y a des gens? Oui, bien sûr. Alors, je vais le passer du mieux que je peux, mais je pense que si vous êtes un peu loin, il faudra venir devant pour prendre le micro. Il y en a un qui se déplace, deux micros? Non, ils sont tous... donc voilà. Non, c'était pour vous donner l'occasion de parler des toilettes publiques, parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant. Les toilettes publiques, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Alors, il s'avère que je fais partie d'une bibliothèque queer et un centre d'archives queer. Et en fait, il y a dans les mémoires queer quelque chose de très important qui sont les urinoirs en ville. Donc, généralement, vous les urinoirs, vous imaginez que c'est juste quelque chose où vous allez pour les toilettes, quelque chose de manquant. Déjà quelque chose de très genré, on en a parlé déjà un peu entre nous, le fait qu'il y ait plus de pistes debout que de pistes assis. Mais il faut savoir que la nuit, les urinoirs, pour les communautés gays surtout, mais queer en général, ce sont des lieux de rencontre et des lieux de baise. Soyons crus, hein. Il n'y a pas de mineurs? Il y a des mineurs? Dis-moi qu'il n'y a pas de mineurs. Bon, c'est bon. C'est trop tard, bon. du coup. Bon, c'est trop tard. Tant pis, j'ai ruiné votre enfance et j'en suis ravi. Mais on peut couper ou pas? Non, mince. Non, et pour le coup, en fait, ce sont des lieux de rencontre très importants et très iconiques, en fait, ces lieux de rencontre et ces urinoirs. Dans le sens, en fait, c'était des lieux où on était cachés, des lieux où, clairement, on avait les organes génitaux à l'air et que concrètement, on savait tous pourquoi on était là. La nuit, bien sûr, parce que la journée, c'est quelque chose de tout à fait naturel, en fait, d'aller pisser. Mais la nuit, en fait, il y avait vraiment cet univers un petit peu de entre chien et loup, on ne sait pas qui est-ce qui est là, est-ce que je vais avoir un amant ou est-ce que je vais me faire casser la gueule aussi? Mais il y a eu une vraie politique en fait de faire fermer ces urinoirs-là parce que pour la ville, on a des PD qui sont en train de se sucer dans les urinoirs juste à côté des écoles. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? C'était pas forcément visible. Et du coup, il y a une volonté de tous les faire fermer, au point où en fait, je crois que c'est il y a une dizaine d'années à Croix-Rousse, on a fait fermer les urinoirs, les tasses. Du coup, à Lyon, on appelle ça les tasses. Quand elles ont fermé, il y a eu une procession en fait de personnes qui sont allées déposer des fleurs devant ces urinoirs-là, parce qu'en fait, c'était des lieux de rencontre et des lieux extrêmement importants pour ces communautés. Mais aussi, c'est un point pour dire que la ville, on vit dans des villes parallèles, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément voir les mêmes choses au même moment. On ne va pas pouvoir accéder aux mêmes endroits au même moment. On va dire, selon nos privilèges, on ne va pas pouvoir y accéder non plus. Et il y a des choses aussi qu'on va s'imaginer. On va dire qu'il y a tout un imaginaire érotique, en fait, de l'urinoir, qui peut paraître complètement anodin. Un peu ridicule pour certaines personnes, se dire non, en fait c'est l'endroit où c'est sale, c'est crado, etc. Mais à côté de ça, on peut voir dans les tags de ces urinoirs à l'époque, des fois il y avait cherche l'amour ou je cherche juste un compagnon pour telle date, je serai ici à telle heure. Et il y a tout un imaginaire, en tout cas dans ces communautés-là, lié à cet endroit qui est très déprécié. C'est de faire le plus rapidement possible. Oui, vas-y. Alors je vais sortir du thème des urinoirs, mais en fait, ça m'a fait penser à une autre expérience d'atelier d'écriture que j'avais trouvée fort intéressante sur l'habitat. Et ce qu'on a exploré, c'est la possibilité d'utiliser des lieux à des moments différents pour des activités différentes.
Donc le musée qui peut devenir un hôtel la nuit puisque de toute façon c'est fermé. Les écoles qui pendant les vacances sont autre chose. Et ça partait d'une idée un peu basique, qui était qu'on ne va pas étendre les villes au fur et à mesure qu'il y a besoin, mais qu'il y a des endroits qui sont inutilisés. Et c'était vraiment très riche comme exploration parce que les idées étaient vraiment très chouettes et puis ça devenait cocasse de rapprocher des lieux et d'imaginer aussi quelles étaient les populations concernées par tel ou tel lieu. Donc on se retrouvait sur de l'intergénérationnel, on se retrouvait sur des pratiques religieuses qui côtoyaient le commerce et c'était vraiment très riche en termes d'ouverture des imaginaires et de sortir des choses prédéterminées et imaginées par des concepteurs et de se dire qu'on peut se réapproprier des lieux, y compris la ville, quoi. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. J'ai juste un petit extrait à lire de la part d'un poète lyonnais, que j'ai lu tout à l'heure, où en gros, en fait, il parlait en fait de cette disparition des urinoirs, mais aussi de tous les lieux un peu sales entre guillemets et vulgaires en fait de la ville. Et en gros, il disait, donc c'est Marguerin Lelouvier dans les Anthologies douteuses, qui est sorti, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui est un très excellent auteur qui fait de la SF aussi. Pour le coup, c'est un peu la star locale quand même. On l'a avec nous dans nos cœurs. Donc, un extrait, c'est « Aujourd'hui, j'ai trouvé que les quais de Saône sentaient la bombe à chiottes. Moi, j'aime bien ce petit marécage pisseux où les moches venaient s'agglutiner. Aujourd'hui, les quais, on dirait une putain d'avenue pour les défilés militaires, sauf que c'est les poussettes d'hétéros qui défilent. Ta capitale queer, ce sont des transports en commun fliqués jusqu'à la mort, des contrôleurs qui t'imposent leur violence obsédante, des affiches qui te font culpabiliser de te déplacer pour autre chose que tes rendez-vous Pôle emploi ou ton petit cauchemar salarial. » Voilà. Excellent poète, je vous le conseille à tous. Merci. Autre question? J'aurais aimé rebondir sur la dernière thématique qui a été évoquée dans la table ronde et sur cette question de la ville qui n'est plus une utopie, parce que l'évolution des choses nous dit plutôt, chez les architectes, les urbanistes, dans le milieu de la recherche, qu'il faudrait plutôt une densification de la ville, et donc que les gens restent en ville et continuent à la vivre. Et du coup, je me demandais si, pour contrebalancer un peu cette dystopie générale de la vue de la ville dans les imaginaires, si vous aviez des récits de villes désirables à nous partager qui seraient peut-être trop peu connus ou qui pourraient nous inspirer sur d'autres futurs possibles de la ville. Moi, je n'ai pas de récit à proposer, ou alors en tout cas, ça ne me vient pas tout de suite dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a aussi, ça vient aussi des habitants des villes aussi, parfois, de trouver des moyens aussi de rendre ça vivable et de faire vivre plutôt des initiatives qui sont basées autour de la solidarité, du partage. Donc des choses qui ne sont pas conçues par les concepteurs de la ville, des choses qui ne sont pas pensées en fait par les dirigeants, par les municipalités, par des choses comme ça, mais qui peuvent donner naissance éventuellement avec le parrainage et la protection de ces institutions-là à des jardins partagés, à des systèmes de partage automobile, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi des choses qui peuvent, dans certains cas, venir des habitants. Il y a des quartiers où il y a une identité assez forte, où pour le coup, les habitants, pour la préserver, lancent ce genre d'initiative aussi, quoi. Donc, alors c'est pas vraiment de la fiction, mais c'est un récit en soi aussi, quoi. Moi, je veux bien réagir parce que du coup, je vais reboucler vers le début, puisque cette expérience sur le quartier d'affaires de la Défense a été assez surprenante, dans la mesure où on s'imaginait qu'il y aurait des références au fait qu'il y ait du télétravail et que les tours soient un peu abandonnées. On a été tous surpris, alors je dis tous parce qu'il y avait 3 groupes avec 3 autrices de science-fiction qui accompagnaient les groupes. On a été vraiment surpris de voir apparaître des terrasses fleuries, voir apparaître des moyens de faire revenir la nature dans la ville plutôt que de dire qu'on va la quitter, en fait. Il y avait un attachement au territoire qu'on n'imaginait pas sur cette ville totalement artificielle et une envie de prendre en compte notamment le réchauffement climatique en disant c'est absolument pas fait pour, mais pas on s'en va, mais on le rend vivable en faisant autre chose et pas mal d'idées autour de la solidarité, autour de se réapproprier les choses et on s'y attendait vraiment pas parce que le public c'était des personnes qui travaillaient à la Défense, des personnes qui vivaient à la Défense et
il y avait un sentiment, en tout cas les personnes qui me l'ont demandé, que oui, bon, il n'y avait pas forcément d'attachement plus que ça et qu'on allait pouvoir dégager, on aime bien dire des futurs désirables. Et en fait, c'était pas ça, c'était déjà un présent, une manière d'habiter un lieu que, enfin moi qui n'aime pas spécialement l'esthétique de la Défense, en discutant avec eux, en les faisant retrouver le lien avec leur imaginaire, en fait, on se rend compte qu'on ne porte pas le regard, on porte pas le même regard quand on y vit, quand on n'y vit pas, et que eux, ils voyaient des choses et des possibilités, notamment les souterrains. Je n'avais aucune idée qu'il puisse se passer des choses dans les souterrains de la Défense, qui sont devenus grouillants d'animaux, et il y en a, mais voilà, on pense pas aux animaux quand on pense à la Défense, par exemple. Ouais, moi, je ne vais pas parler de récits, mais si, quand même, à un moment, en fait, il y a déjà des pratiques concrètes dans les marges. Je vais juste en citer 3, en fait, qui permettent de faire vivre d'autres choses. Il y en a une première qu'on peut très concrètement constater ici, mais dans la plupart des grandes villes françaises et européennes, c'est le fait qu'en fait, des collectifs militants en fait, pallient aux limites de l'État, notamment sur l'accueil des migrants, c'est-à-dire pallient au racisme de l'État et organisent des espaces qui permettent en fait, d'accueillir un peu moins mal les personnes migrantes. Qui sont aussi des espaces, on en connaît ici, on va faire de la pub pour l'espace communal Guillotière par exemple, où se déroulent aussi des choses de type de la formation aux Français, des machines à laver accessibles à tout le monde, etc. Un marché qui permet d'avoir accès à de l'alimentation à des prix beaucoup plus accessibles pour les personnes qui ont beaucoup de problèmes économiques. Alors, c'est des petites marges, c'est des petites niches, mais c'est quand même des endroits où se dessine en fait aussi déjà, c'est même pas un futur, mais c'est un présent différent et possible qui peut s'incarner. Alors ça, c'est un peu marginal. Il y a une deuxième type de pratique qui émerge, qui n'est pas forcément extrêmement efficace tout le temps, mais qui est quand même la logique de dire, à un moment, il faut se questionner sur la prise du pouvoir. Alors, je regrette de le dire aujourd'hui, mais du coup, il y a quand même pas mal d'hypothèses sur notamment ce qu'on appelle le municipalisme, c'est-à-dire d'autres manières de gérer collectivement les espaces locaux. Et donc ça s'incarne parfois dans des petits endroits, mais ça s'est aussi incarné avec plus ou moins de réussite dans des grandes villes espagnoles. Quand je dis plus ou moins, c'est plutôt pas, c'est plutôt des projets municipalistes qui ont pris le pouvoir et qui ont fait en fait des politiques social-démocrates très proches de celles qu'on connaît ici. Et puis enfin, il y a aussi, on pourrait continuer la liste longtemps, mais une dernière qui semble quand même intéressante. Je parlais tout à l'heure des problèmes d'accès au foncier, en fait du prix de l'immobilier. Et il y a quand même de plus en plus de réflexions qui sont à la fois philosophiques, mais qui sont souvent aussi très techniques, de comment est-ce qu'on s'empare en fait de la propriété privée pour la retourner contre elle-même, enfin pour la tourner en tout cas contre la propriété lucrative qui crée de la valeur. Et ça, on le voit. J'ai donné 2 exemples à travers des foncières qui sont d'un côté l'exemple allemand du Miethausen Syndicat, qui sont des types de fonctionnement très intéressants sur comment on devient propriétaire collectivement sans pouvoir s'enrichir, sans pouvoir forcément transmettre, pour remettre aussi en cause la question de la propriété lucrative et la question de l'héritage. Et l'autre exemple qui marche très bien, c'est très bien, en tout cas qui est intéressant, c'est la FUGVAM en Uruguay, où c'est carrément en fait des milliers de logements en fait qui sont possédés par des coopératives autogérées. Donc en fait, c'est aussi des choses qui existent à grande échelle. Souvent, ce que j'ai commencé avec un truc à petite échelle, on se dit que tout ça n'est pas forcément reproductible, mais en fait, ici, on a déjà concrètement, si on regarde un peu plus loin que nos frontières, des exemples qui fonctionnent très bien sur d'assez grandes échelles. Je vais caler quand même un récit parce que je l'aime beaucoup. Si vous arrivez à mettre la main dessus une fois, c'est Dinotopia, mais le livre, pas les téléfilms. Et en fait, parce que c'est un truc qui peut paraître très très bête. C'est un très très beau livre qui part d'une idée complètement idiote qui est que les dinosaures ont survécu à un endroit et vivent avec des humains. Et en plus, ils sont devenus aussi intelligents que nous, mais ça reste des dinosaures. Enfin, c'est un peu absurde. Mais en fait, c'est très intéressant parce que c'est construit un peu comme une utopie façon 19e siècle et tout, mais très très pragmatique et sur des trucs tout bêtes. Justement, tu dis, voilà, il y avait une époque, il y avait les bœufs ou les cochons qui passaient en ville. Là, il y a des diplodocus, quoi. Donc, et en plus, les diplodocus, c'est des gens, c'est-à-dire qu'ils ont c'est des citoyens de la ville aussi. Et en fait, c'est très marrant à lire, et notamment si vous avez des enfants, parce qu'ils résolvent les problèmes de manière très très pragmatique et humaine, et c'est juste du bon sens, et ils arrivent à le faire sur une situation qui paraît extrêmement compliquée, c'est-à-dire ne serait-ce qu'en termes d'hygiène ou de choses comme ça, et de comment même tu construis une ville où tu as des gens qui font 1m80 et des gens qui font 600 tonnes, quoi, et qui ont des coups de 9 mètres. Et en vrai, c'est un très très beau bouquin visuellement, et c'est assez intelligent dans sa façon de gérer cette petite problématique de l'utopie. Voilà, moi ça m'a bercé beaucoup enfant, donc voilà, je le transmets toujours. Une autre question ?
y a d'autres, je pense, façons de voir. Et je pense qu'en France, on n'a pas tout à fait la même façon de voir la ville dans le présent et dans le futur que les Américains, parce qu'ils n'ont pas les mêmes villes, ils n'ont pas la même culture que nous. Du coup, je ne sais pas si vous, comment ça vous impacte au niveau de l'écriture ou au niveau de l'étude, si ça vous impacte. Bah, nous, clairement, en tout cas, le cycle de la Tour de Garde, c'est sur deux visions qui sont purement européennes, parce que c'est vraiment l'Europe du Nord d'un côté, l'Europe du Sud de l'autre. Et c'est vraiment né de voyages en Europe et de la visite de différentes villes européennes. Donc là, pour le coup, on est vraiment parti de cette vision-là. Je pense que ce qui aurait été intéressant aussi d'aborder, bon, évidemment, on n'a pas le temps, mais c'est la ville asiatique. On pourrait, d'autant que, alors après c'est une position très personnelle, mais je trouve que le cyberpunk, même s'il est né aux États-Unis, c'est les Japonais qui l'ont sublimé parce qu'il y a un rapport il y a un rapport au corps, à la société de l'information qui est très très différent. Donc, je vais pas l'aborder là-dessus. Après, oui, la ville asiatique, moi, elle m'a toujours fasciné. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais en réalité, il y a un petit bout de Hong Kong aussi dans cette ville de Gemina, qui est la citadelle, la citadelle en fait, la citadelle de Kowloon, qui est un de ces espaces, en fait, un espace extrêmement contraint, puisque c'était un espace où, en gros, tout simplement, historiquement, l'État anglais n'avait pas le droit de pénétrer. Donc, évidemment, tous les gens qui étaient un peu recherchés par les Anglais, ils se mettaient là. Et en fait, c'était un espace contraint, puisque c'était juste une ancienne citadelle, c'était un pâté de maison. Et à force, à force d'augmenter, à force qu'il y ait de plus en plus de monde, tout simplement, l'espace a grandi de manière absolument organique. Enfin, il y avait des greffons de bâtiments qui se mettaient et puis ils tiraient des fils électriques. Il n'y avait pas d'eau courante, enfin, etc. Et à la fin, au milieu des années 80, donc la citadelle a été détruite au début des années 90. C'était l'espace le plus densément peuplé au monde, en fait, sur cette. C'est parce que tout le monde était les uns sur les autres, sur 3 dimensions, et c'était un espèce d'endroit complètement suant d'humanité. On voyait pas la lumière du jour parce qu'il y avait que des ruelles, etc. C'était une vraie ville cyberpunk. Oui, juste ce que je voulais dire très très rapidement, si tu t'avais levé la main quand même aussi, donc vas-y. Très très rapidement, comment on hack la ville? Par petits bouts déjà, et en ouvrant les yeux, parce que effectivement, partir sur des évidences en disant c'est là, ça a toujours été là, ça marche pas trop. Et encore une expérience. Alors j'ai l'impression d'être là en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture, pas en tant qu'écrivaine, mais en fait ça se nourrit. J'ai travaillé sur un projet avec des collégiens à Sevran, et ce qu'on a fait avant d'écrire des textes de science-fiction dans leur ville, c'est qu'on a visité ensemble la ville. On est passé par plusieurs endroits où ils m'expliquaient à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y fait, un gymnase, à quoi ça sert, une pompe à essence, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on y fait, comment ça marche, qui y va. Le prof documentaliste qui était là expliquait l'histoire du lieu, et moi j'improvisais un futur du lieu avec prise en compte de tout ce qui va changer, alors notamment la pompe à essence, c'était vite vu. Mais le gymnase aussi avait aussi pris une dimension où ils expliquaient que ça pouvait être un endroit où régler les conflits et qui remplacerait les tribunaux et des choses comme ça. Et donc effectivement, en ouvrant les yeux et en posant des regards différents, des collégiens de 4e avaient commencé à regarder l'endroit où ils vivent différemment, en prenant conscience que ce qui est là aujourd'hui n'a pas toujours été là. Donc le mouvement est possible dans le temps. Et le futur est possible puisqu'il y avait un passé. Donc, en prenant conscience qu'il y a des mouvements, peut-être qu'on peut en faire encore d'autres. Concrètement, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Peut-être le premier truc pour hacker la ville, c'est d'éviter de créer des monstres. Parce que souvent, on s'imagine en fait qu'on n'a aucun pouvoir d'agir, qu'on n'est pas capable. Et nous, c'était une crainte qu'on avait en parlant de capitalisme urbain, c'était de faire un bouquin complètement affligeant, où à la fin les gens en sortent en disant mais c'est la catastrophe, on peut rien faire. Et donc on a plutôt essayé de répondre à ça, mais il faut essayer d'éviter de construire des monstres contre lesquels on peut pas se battre, qui sont souvent en fait des colosses au pied d'argile. En fait, il y a plein de moments où ce qu'on pourrait voir comme des horreurs qui sont pensées par la ville actuelle échouent complètement. Je vais juste prendre un exemple parce qu'on n'a pas le temps, mais par exemple, on a des caméras de vidéosurveillance partout. Tant qu'on n'a pas derrière des algorithmes de reconnaissance faciale, clairement, on ne peut pas parler de... Enfin, ça ne marche pas, en fait. Il n'y a pas les humains pour les regarder. Donc,
En fait, il y a plein de choses comme ça. On refait des places. Exemple, Lyon, on a refait Mazagran dans une perspective qui était clairement une politique de gentrification, on va dire en français, dont le but était de nettoyer la place, etc. C'est un échec total, c'est-à-dire que la place est occupée par des gens qui sont plutôt les indésirables de la ville habituelle, des jeunes, des migrants, des gens qui consomment des produits stupéfiants. Donc en fait, il y a plein de moments où ça foire. Et voilà, moi je suis attaché au fait de se dire, le premier truc, c'est en fait d'ouvrir notre propre imaginaire et pas d'avoir l'impression en fait que tout est perdu dès le départ, ce qui est un peu quelque chose qu'on a malheureusement tendance à reproduire. Alors on va devoir rendre la salle et puis moi j'ai un truc à 17h. Donc voilà. Donc merci beaucoup aux intervenants et aux intervenantes. Et merci à vous d'être venus. Et très bon festival, c'est pas encore fini. Voilà, bonne soirée.